Привет, Кристаль Неон. Как дела? Привет, Севичбист. Все нормально, а у тебя? Катастрофа, это кошмар. Да? Да, да. Alors, Christelle, voilà, donc pour nos amis francophones qui ne te connaissent pas, je vais te présenter un tout petit peu et puis t'expliqueras qui tu es. En fait, tu te trouves à la frontière de l'Ukraine, dans une des républiques indépendantistes, donc le Mhm. Donbass, Donetsk, et avec la frontière russe. Donc, qui es-tu et que fais-tu dans le Donbass? Donc, je m'appelle Christelle Néant, je suis journaliste, reporter de guerre. Je vis dans le Donbass depuis maintenant 4 ans. 4 ans, j'ai dépassé la fin de ce mois-ci les 4 ans. Je travaille comme journaliste indépendante pour couvrir le conflit qui a lieu ici depuis maintenant 6 ans. Voilà la situation. J'ai d'abord travaillé pour l'agence DONI, qui était une agence internationale d'État de la République populaire de Donetsk, où j'habite. Et là, depuis un petit moment, je suis indépendante. J'ai créé mon propre site, Donbass Insider. D'accord. Donc bon, en fait, faut revenir un petit peu en arrière. Donc les choses se sont dégradées en Ukraine d'une manière relativement rapide Ouais. après les printemps. On va pas dire printemps arabe puisque ce n'est pas l'Arabie, mais Ouais. ce genre de situation en C'était fait. Révolution colorée, quoi. Révolution colorée, donc celle du Maïdan, qui est déjà la deuxième en Ukraine, hein, puisqu'il y en avait une en 2004, qui était la révolution orange, d'ailleurs. Voilà, donc là, ça a été l'Euro-Maïdan, ils ont appelé ça l'Euro-Maïdan, ou la révolution de la dignité. Et donc, en fait, ouais, ça a complètement dégénéré, puisque cette révolution a été menée par beaucoup d'organisations, de groupuscules, qu'on pourrait qualifier de néo-nazis, qu'on peut même carrément qualifier de néo-nazis, ou les autres sont extrême droite, on va dire ça comme ça, pour ceux qui ne rentrent pas tout à fait dans cette catégorie, qui ont mené la révolution du Maïdan et qui ont dicté en fait la politique des nouvelles autorités après le coup d'État qui en a découlé. Et une des premières mesures du nouveau Parlement qui a été issu de ce coup d'État, ça a été de retirer à la langue russe son statut de langue régionale. Or, pour que les auditeurs comprennent, en Ukraine, il y a deux langues en fait. Il y a l'ukrainien, qui est plutôt parlé à l'ouest du pays en fait, et le russe, qui est la langue natale d'une bonne partie de l'est, sud-est de l'Ukraine, ainsi qu'en Crimée. Et donc forcément, en Crimée, où les gens sont ethniquement des Russes, puisque la Crimée a appartenu à la Russie jusqu'en 1954, forcément, ce genre de mesure s'est pas très bien passé. Ici non plus, puisque aussi bien dans les régions de Donetsk que de Lugansk, le taux de russophones natifs, c'est-à-dire ceux dont le russe est la langue natale, atteint quasiment les 90%. Donc forcément, dans ces régions-là, cette mesure-là, ça a provoqué des gros remous. Le fait que les nouvelles autorités promeuvent aussi comme héros nationaux des collaborateurs des nazis, hein, je veux dire comme Stepan Bandera ou Shushkevich, qui a été commandant d'une unité qui a quand même largement participé à l'Holocauste. Donc forcément, dans ces régions-ci qui sont très axées Russie et qui se souviennent encore des énormes sacrifices qui ont été faits pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est pas passé du tout. C'est pas passé du tout, et donc ça a donné les référendums qui ont eu lieu d'abord en Crimée avec la réintégration au sein de la Fédération de Russie, et ici on a eu aussi des référendums à Lugansk, enfin dans la région de Lugansk et dans la région de Donetsk, et c'est comme ça en fait que la guerre a commencé. D'accord. Bon, comme ça permet de poser un petit peu le Ouais. contexte, la situation. Et bon, comme tu le sais, je fais une chaîne YouTube qui est plutôt axée au niveau survivalisme. Mais Ouais. là, on tombe dans une situation très intéressante puisqu'on a un conflit de guerre. On va appeler ça carrément une guerre civile parce qu'il Ah faut oui, dire les aussi, c'est choses une par guerre leur civile. nom. Une guerre civile. On a des hivers qui sont très rudes. Et donc, il faut voir un petit peu, ça va être intéressant de voir comment les gens ont réagi. Puis, en plus, maintenant, il y a le problème avec le coronavirus, mais ça fera partie des questions que je te pose après. Alors, comment les gens se débrouillent-ils pour Attends, survivre? 2 secondes. Ouais, je t'en prie. Il a piqué une feuille de papier. Oh. Prends ton lapin. Désolé, hein. Alors, non, mais alors pour ceux qui ne savent pas, Christelle
adopter un chiot, donc. Voilà. Donc là, il est en train de tout bouffer, bien entendu. Ouais, alors au niveau ouais, survie ici. On a en fait différentes situations. Bon, déjà, les tout débuts de la guerre ont été très très durs. Les tout débuts de la guerre, on a eu des gens qui sont morts de famine, on a eu des gens qui sont morts de froid. Puisqu'au tout début de la guerre, on ne contrôlait, enfin les deux républiques ne contrôlaient vraiment qu'une toute petite portion de frontières. Au début, d'ailleurs, pas du tout. Et donc, en fait, très vite, il n'y avait plus rien. Très vite, il n'y avait plus rien au niveau de tout ce qui était importation et tout. Donc, il y a des gens qui sont morts de faim. Il y a eu beaucoup de coupures au niveau de l'électricité, du gaz, etc., qui permettaient d'assurer le chauffage, puisque ici, comme dans beaucoup d'anciens pays soviétiques, donc pour beaucoup, c'est du chauffage central par quartier, avec des chaufferies tout ce qui est les pays de l'Est. Alors là, je vais peut-être expliquer un peu parce que les gens ne savent pas forcément. Bon, moi, tu sais que j'ai vécu dans les pays de l'Est, entre autres en Transnistrie. Et donc, bon, il y a des conglomérats industriels où on profite l'énergie qui est produite de manière à chauffer et à distribuer tout cela parce que ça revient à un meilleur marché comme dans nos contrées où on a des chauffages centraux par immeuble, en fait. Donc, il faut savoir aussi que les hivers sont très froids. Moi, j'ai vécu des hivers à moins de 32 degrés. Et en plus, j'étais pas où je devais me trouver. J'ai eu la chance de pouvoir être hébergé par des personnes durant 6 semaines, où j'ai mangé le matin kartoshka, à midi kartoshka et le soir kartoshka. En gros, des patates. Donc c'est l'aliment de base, en fait, le borsch et les pommes de terre sont un petit peu. Et la kasha, ça c'est vraiment le trio, on va dire, qu'on retrouve partout, y compris ici dans l'armée, enfin dans les milices populaires. Donc ouais, la première année 2014 a vraiment été très très dure. Donc comme je disais, beaucoup de gens qui sont morts de famine, de froid, etc. Donc les gens se sont bon, une fois que le contrôle de la frontière a été réassuré et que la Russie a commencé à pouvoir envoyer de l'aide humanitaire à partir de l'été 2014, ça a commencé à aller mieux. Mais on a quand même toujours des conditions parfois assez difficiles, entre autres sur les zones proches du front, où beaucoup d'infrastructures sont régulièrement détruites, voire pour certaines n'arrivent pas à être réparées. Alors pourquoi on ne peut pas les réparer? Ça, c'est un point intéressant. Parce que moi, d'après ce que j'ai vu, les autorités, je dirais, les gens qui font partie des services communaux pour l'eau, pour l'électricité, etc., les équipes sont envoyées. Oui. Donc pourquoi on n'arrive pas à réparer? Bon, il y a le fait qu'on va redétruire en continuant à tirer dessus, ça c'est une chose. Ouais. Mais il y a aussi le fait que l'armée ukrainienne tire en fait sur les équipes de réparation, ce qui s'est passé d'ailleurs la semaine dernière. Il faut savoir que l'armée ukrainienne tire délibérément sur les infrastructures civiles, donc sur les transformateurs électriques. Ils se filment d'ailleurs des fois en train de le faire, hein, je veux dire, c'est pas une accusation gratuite. Hein. Si vous allez sur une des organisations, il me semble que c'était Pravi Sector, donc secteur droit, qui avait filmé comme ça comment un de leurs soldats tirait sur le transformateur d'un petit village. Je veux dire, vous le voyez dans le viseur, vous voyez le transformateur dans le viseur, donc je veux dire, il n'y a pas d'excuse. C'est interdit par la Constitution. Je les ai vus s'entraîner avec des grenades et puis se faire sauter en groupe. C'est rigolo, ça. Ouais. Donc, non, ils tirent fréquemment là-dessus. Là, on a des problèmes avec la station d'épuration, par exemple, parce que la station d'épuration est une des stations de pompage qui assure l'approvisionnement en eau de la République, sont régulièrement pris pour cible. Le personnel aussi, hein, donc il est arrivé plusieurs fois qu'ils tirent sur les bus qui amènent le personnel jusqu'aux stations lors des rotations d'équipes. Donc là, par exemple, la station d'épuration de Donetsk a été mise à l'arrêt. Et là, elle devait redémarrer et ils ont tiré sur l'équipe qui est en train d'être amenée. Donc bon, voilà quoi. Donc là, on a plusieurs localités qui sont sans eau courante. Voilà. Et donc ce qu'ils font là avec ces stations d'épuration, ils le font aussi avec les équipes de réparation assez régulièrement. Et ce, malgré le fait qu'on négocie à chaque fois une trêve locale à l'endroit où les réparations doivent être menées, que l'OSCE est là, qu'on a des observateurs aussi de chaque côté de ce qu'on appelle le centre conjoint de contrôle et de coordination du cessez-le-feu. Et donc la semaine dernière, il y a eu un de ces observateurs qui a été blessé. En fait, un sniper ukrainien lui a tiré dessus au moment où devait commencer les réparations d'un transformateur électrique.
Donc, on a des villages comme Spartak, par exemple, qui, depuis 6 ans, sont sans eau courante, sans électricité et sans gaz. D'accord. Et à ce niveau-là, les gens font comment pour survivre? Bon, je sais, pour avoir vécu là-bas, il y a des puits, en fait, Il y a où des tu as des puits, ouais, seaux, tu peux ouais, aller ouais, pomper, c'est prendre ça. ton eau toi-même. C'est ça. Mais Et ce qui reste dans ces villages, ce sont des jeunes, des gens de notre âge ou des personnes âgées ce sont plutôt? souvent des personnes âgées. C'est des personnes qui, souvent, voilà, ils avaient enfin obtenu un appartement, etc. Et puis ils comptaient passer leurs vieux jours là. Et souvent, ce sont des gens qui n'ont pas les moyens déjà d'aller ailleurs. Et puis, comme ils disent, c'est chez eux. Donc souvent, ce sont des personnes âgées qui restent dans ces zones-là. C'est des personnes qui, voilà, sont plus en état de travailler. Donc aller se retrouver quelque chose ailleurs, voilà, ça va être compliqué. Donc, c'est souvent des personnes âgées, des zones comme Trudovski, où on a des personnes qui vivent dans un sous-sol, la mine 6-7 en périphérie de Gorlovka et Spartak. Spartak, il y avait 2 enfants la première année où je suis arrivée, et en fait, au fur et à mesure, ces familles-là sont parties, en fait. Dès qu'elles ont pu, elles sont parties de là. Ce qui peut se comprendre, je veux dire, les gens vivent dans des caves. Et les gens dans ces endroits-là vivent soit dans les caves des immeubles, soit dans des abris anti-bombardement qui datent de l'époque soviétique. C'est le cas à Trudovski et c'est le cas dans la mine 6, enfin, au village de la mine 6-7, où les gens vivent dans l'abri anti-bombardement qui était sous l'école en fait, du village. D'accord. Au niveau de la solidarité entre les gens des villages, ça fonctionne? Ou bien c'est comme ici en Espagne, où les gens, bon, on n'est pas dans une situation de guerre, mais comme tu sais, il y a des gros problèmes avec le coronavirus, Coronavirus, ouais. donc où les gens en fait en ont strictement rien à foutre Non, il y a de la des autres. solidarité. Il y a de la solidarité ici. Là, par exemple, dans le cadre du coronavirus, donc en République populaire de Lugansk, ils ont déclaré leur premier cas. Ils ont essayé officiellement un premier cas qui a été détecté. Pas encore en République populaire de Donetsk, mais je pense que ça va pas tarder. Donc là, ils ont appelé les gens à rester chez eux au maximum. Je vois que les gens le font. Ils avaient fait un petit sondage là sur Telegram. Plus de 67 ou 68% des gens ont dit ouais, je reste chez moi dans mon appartement ou je suis parti à ma datcha. Non, là il y a eu par exemple, les autorités ont organisé des bataillons de volontaires parmi les jeunes pour aller apporter en fait de la nourriture, des médicaments aux personnes âgées et ils ont demandé aux gens de plus de 60 ans restez chez vous, on va faire au maximum pour que vous n'ayez pas besoin de sortir de chez vous, on va vous apporter tout ce qu'il faut. Donc ça j'ai trouvé ça pas mal, c'est un truc qui aurait dû être fait par exemple en Europe, c'est quelque chose qui avait été fait en Chine, hein, de ravitailler les gens qui étaient confinés. Donc non, la solidarité fonctionne beaucoup dans les villages où bon déjà dans les villages et dans les zones périphériques des grandes villes comme Donetsk, il y a quand même beaucoup de maisons, donc les gens ont quand même souvent un jardin ou une datcha, en tout cas en dehors de la ville pour ceux qui sont en appartement, qui leur permet d'avoir voilà, un certain nombre de légumes, de fruits, etc., qui viennent du jardin. Voire pour certains, enfin la famille de la petite Rita par exemple, voilà, ils avaient des chèvres, les grands-parents ils avaient des poules et l'autre grand-mère elle a des vaches, tu vois, donc 3 vaches, voilà. Donc entre le lait, les œufs, le poulet et puis tous les légumes et le lait de chèvre, je veux dire, ils s'en sortaient On pas. arrive à faire. Ouais, D'accord. ouais. Euh, Typiquement, si je regarde ici où les gens oui, sont totalement irrespectueux, ils sont incapables de se conformer d'une manière simple. Je veux dire, si on regarde nos grands-parents qui ont fait 39-45, pour certains d'entre eux 14-18, qui ont passé des mois dans la boue, etc. Là, ce qu'on a demandé aux gens au départ, c'était de rester 15 jours confinés à la maison. À la maison. Donc, on a la télévision, enfin, moi je l'ai pas, mais on a la Voilà. télévision, on a Internet, il y a un tas de choses qui sont possibles. Donc ici, il y a eu le run sur le papier cul. Ouais. Bon, bah, ils crèveront tous, mais au moins ils auront le cul qui sera propre. Qui sera propre. Ouais, surtout que il y a moyen de faire autrement, enfin bon. Mais ici, il n'y a pas eu de rush. Ici, il n'y a pas eu de rush. Il y en a eu un petit peu sur le paracétamol, ça oui. Il
Il y a eu une période où on n'arrivait plus à en trouver, les masques, clairement. Les autorités, d'ailleurs, d'ici recommandent aux gens, hein, si vous sortez pour aller faire des courses, mettez un masque. Tant pour vous protéger que pour protéger les autres. J'ai vu là fleurir ces derniers jours sur Internet des tutoriels en russe qui reprennent les modèles français là, qui sont recommandés, celui du CHU de Grenoble et puis celui un peu en accordéon qui ressemble en fait au masque chirurgical mais en tissu, quoi. J'ai vu ici tous les pharmaciens, les pharmaciennes ont des masques, les gens aux stations-service aussi. Donc les gens sont quand même assez conscients du truc et ils sont prêts à faire des efforts. Je veux dire, là, il faisait froid aujourd'hui et j'ai pas vu beaucoup de gens quand même en rue dans le centre-ville. En fait, si je regarde un petit peu, si on considère le Donbass, c'est une zone de mine, c'est un terrain minier en fait, Ouais. et donc les conditions sont rudes, les gens sont très rudes, même s'ils ont un cœur en or, qu'on est très très bien accueillis. On va pas te laisser dans la rue, en fait. C'est ça, c'est ça. C'est très rare. Depuis que je suis ici, j'ai vu une seule fois un sans domicile fixe. Une seule fois dans Donetsk. Ça peut être par choix aussi. Hein. Mais voilà, c'est le seul que j'ai vu qui était comme ça. Et on est quand même dans une ville, Donetsk, on est à peu près 1 million d'habitants, 1,5 million si on compte Makeyevka, qui est l'autre grande ville qui est directement connectée à Donetsk. Donc c'est pas une petite ville, hein, je veux dire. Je m'attendais à en voir beaucoup plus. Et en fait, non, quoi. D'accord. Ouais, en fait, on se rend compte que nos chers bobos, hein, peu importe que ce soit en France, en Suisse, Belgique ou Espagne, sont totalement déconnectés de la réalité, n'ont aucun respect pour les gens qui sont plus âgés. Par exemple, en Espagne, il y a eu des acteurs, actrices, des modèles qui ont dit qu'il fallait se laisser crever les vieux. Ouais, non, mais il n'y a pas que. En Ukraine, c'est le ministre de la Santé qui a sorti qu'il fallait investir de l'argent que, en gros, pour ceux qui avaient des chances de survivre et qu'au-delà de 65 ans, il fallait les considérer déjà comme des cadavres, quoi. Ouais, bon, c'est du cri de guerre. Ça vient du fait que toutes les infrastructures ont été soit détruites, soit éliminées. Enfin, par détruites, je veux dire, on donne plus les fonds, on ferme des structures, des hôpitaux, etc. Bon, ça a été la même chose dans toute l'Europe. Ouais. Il n'y a que l'Allemagne qui s'en sort un petit peu mieux parce que je crois qu'ils ont une capacité assez énorme au niveau des lits, au niveau des trucs de réanimation, mais effectivement, si on regarde par exemple, si on compare la Russie à n'importe quel autre pays européen, le nombre de lits en soins intensifs ou en réa par 100 000 habitants est dérisoire dans les pays d'Europe de l'Ouest par rapport à la Russie. C'est impressionnant. Et en Ukraine, la situation est vraiment très très mauvaise. Le pays est désormais en état d'urgence à cause du coronavirus, donc ils ont passé l'entièreté du pays en état d'urgence. Le problème, c'est qu'ils testent très peu, donc c'est comme en France, les chiffres sont très largement sous-évalués, comme en Espagne, on fait quasiment pas de tests. Voilà, donc ils ont une situation qui est hyper mauvaise, et en plus l'économie ukrainienne, c'est pas la situation de l'économie russe, quoi, tu vois. Nous, on essaye d'éviter d'en arriver à un confinement aussi total parce que on a une économie qui se remet tout doucement de la guerre, donc si on doit s'arrêter, pour nous, ça va être vraiment catastrophique. On n'a pas les moyens de la Russie qui elle, a une réserve budgétaire en centaines de milliards de dollars qu'elle peut se permettre, tu vois. Et puis ils ont des oligarques que tu peux taxer, puisque c'est la mesure qu'a décidé de faire Poutine pour financer le chômage technique partiel des gens pendant cette semaine-ci, puisque la Russie, là, cette semaine, est à l'arrêt. Dans le cadre du coronavirus, nous, on a fermé totalement la frontière avec l'Ukraine, puisque c'est vraiment le foyer principal. On l'avait laissé partiellement ouverte avec la Russie, mais là, seuls les gens qui ont vraiment un motif important de se rendre en Russie peuvent passer la frontière vers la Russie. Mais il y a des tests aux frontières, voilà, mesure de température, etc. Tu dois, et quand tu reviens, tu dois indiquer dans un formulaire, voilà, où tu as été, etc. Si tu étais en contact avec des gens qui étaient potentiellement malades, etc. Et tous ceux qui sont revenus de zones qui sont des foyers infectieux du coronavirus ont été mis de facto dès leur retour ici, comme en Russie, en quarantaine à domicile.
D'accord. Pour Donc, ce sont des mesures sérieuses, contrairement au branquignolage qu'on a eu dans toute l'Europe. Ouais, Faut et savoir, je vois des gens qui commencent à même en dehors des stations-service et des trucs, je vois des gens qui commencent à sortir avec des masques, surtout les enfants. Et j'ai déjà vu quelques personnes âgées avec des masques. Donc les gens sont conscients quand même des risques. Les gens sont pas stupides, quoi. Donc, non, ici, par contre, c'est ouais, lorsque moi j'ai commencé à sortir avec le masque, etc., les gants, lunettes de protection, j'ai eu des insultes. Ça a été la première réaction. Ouais. Non, ça ici, on a... Les gens me regardaient comme si j'étais un martien. Mm. Donc, bon, c'est vraiment une mentalité qui est différente. Ici, Je dirais que... en plus, l'autre chose qui est différente, c'est qu'ici, les gens, bon, peut-être pas comme en Asie, mais ont quand même une certaine habitude de voir des gens avec des masques à cause de la tuberculose. D'accord. Comme dans le reste de l'Ukraine, bon, nous, ça commence à bien diminuer au niveau incidence de la tuberculose. Mais voilà, dès que tu dois, t'as des gens qui ont la tuberculose, et ben ils se trimballent avec un masque pour pas contaminer les gens autour d'eux. Donc c'est pas un truc qui est complètement, c'est un truc qui est pas complètement inconnu pour les gens d'ici. C'est pas aussi généralisé qu'en Asie, mais c'est quand même assez courant. Donc c'est pour ça aussi qu'ici ça choque peut-être pas autant. C'est vrai que dans les pays européens, en Europe de l'Ouest, la tuberculose, bon, c'est des choses assez anecdotiques maintenant, tu vois. Enfin, c'est... Bon, ce qu'on va avoir, nous, ici, c'est... bon, moi, je le vois venir. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, bah, par exemple, tout ce qui est sanitaire, c'est déjà effondré. Ouais. Dans le sens où les équipes, bah, elles ont été au feu, mais sans protection, puisqu'il n'y en avait plus, Ouais, et bah, que le gouvernement a donné l'ordre de continuer. On est passé au départ, on sauvait tout le monde. Très rapidement, on sauve plus ceux qui ont plus de 80 ans. C'est tombé après à 65, et maintenant, je ne sais pas du tout. La réalité, c'est que les équipes bah, sont vidées. Il y a des gens bah, qui ont attrapé la maladie, bien évidemment. Ouais. La gestion a été catastrophique avec une confiscation de tout ce qui venait de Chine. Ils confisquaient même les stocks qui étaient disponibles en Espagne, mais ça partait dans des trous noirs. On ne sait pas qui les recevait, qui ne les recevait pas, etc. Bah, la ville où je suis, le chef de la police avait suivi mes recommandations et avait commandé en avance des masques. Ça avait beau être pour la police, ils ont été confisqués à la douane. Ouais, donc c'est aberrant. Aberrant. Bah, c'est comme ce qu'on a vu au sein de l'Union européenne avec la République tchèque qui avait volé les masques qui étaient envoyés par la Chine à destination de l'Italie. Ça, j'ai trouvé ça quand même assez impressionnant, mais négativement, quoi, vraiment. Tu as le Großdeutschland aussi, qui a L'Allemagne bloqué aussi, les masques pour la Suisse pour la et Suisse, pour pour l'Autriche. l'Autriche et pour l'Italie, il y en avait aussi dans le tas. Enfin, je veux dire, moi, ça m'a scandalisé, quoi. Ça a fait l'occasion de divers incidents diplomatiques. Oui, et puis ça montre que l'Union européenne n'est pas du tout une union. C'est pas un truc solidaire, ça n'a rien à voir. C'est quelque chose que je dis depuis longtemps. Et Un montage financier. Ouais, c'est ça. Mais c'est tout. Et je le disais depuis longtemps aux gens, et les gens me croyaient pas. Ils me disaient oui, mais l'Union européenne, c'est la paix, etc. Et bah, j'y voyais. Dès qu'il y a un problème, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Et qui est-ce qui est venu aider? C'est la Chine, c'est Cuba et c'est la Russie. Et ça donne lieu à des choses où on voit, j'ai vu une déclaration d'une officielle française qui disait oui, mais bon, faudrait pas, tu vois, que la Chine et la Russie, comment dire, en gros, fassent un coup de communication sur l'aide qu'elles apportent, quoi. Mais je t'emmerde, elle est où l'aide que vous avez apportée à l'Italie? Arrêtez, oui, on a apporté de l'aide à la Chine. Mais oui, vous avez apporté de l'aide à la Chine, vous avez envoyé plein de matériel, mais vous l'avez fait en dépit du bon sens, c'est-à-dire à un moment où vous aviez plus assez de stock pour vous permettre de vous en passer. Donc en fait, c'était complètement idiot. Vous avez déshabillé Pierre pour habiller Paul, quoi. Tu vois, je veux dire, ça va pas. Donc non, on voit vraiment. Enfin, moi, ça m'étonne pas, mais il y a des gens que ça a fait bien déchanter quand même sur l'Union européenne, l'évaluation de la situation.
c'est fini. Ça m'étonne pas. Je veux dire, depuis le début du conflit, ici, on voit que l'Union européenne soutient conditionnement l'Ukraine, reprend même toute sa rhétorique d'agression russe, etc. Enfin, je veux dire, Oui, les présences russes. Parce s'il n'y en a que pas, non, 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 non. il n'y a pas les fameux conseillers techniques comme ils ont en face, conseillers américains, conseillers canadiens, conseillers Non, britanniques. non, 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 et on n'a pas, il n'y a pas d'armée russe ici, il n'y a pas de soldats russes ici. Ça, c'est un truc, ça fait rigoler les gens quand je leur posais la question au tout début, genre, bon, et l'armée russe, elle est où, tu vois, les mecs, ça les fait rigoler. Puis après, ils te disent, mais vous croyez vraiment que si l'armée russe était ici, la guerre durerait depuis aussi longtemps? C'est absolument ridicule. Mais on voit, ouais, l'Union européenne reprend exactement cette rhétorique ukrainienne complètement délirante de blâmer la Russie pour la non-application des accords de Minsk, alors qu'elle n'en est que garante, comme la France et l'Allemagne, qui se font remarquer par un silence juste assourdissant et par le fait que, par exemple, en termes d'aide humanitaire, la France et l'Allemagne, je veux dire, il y a une association française qui apporte de l'aide humanitaire aux hôpitaux, des deux côtés de la ligne de front. Il y a la Croix-Rouge, bien sûr, mais je veux dire, pour le reste, je veux dire, l'Union européenne. La Suisse avait quand même aidé, hein. On avait La Suisse, ouais. envoyé du matériel médical, enfin on avait Ouais. envoyé un train Ouais. avec du matériel de De désinfection, ouais. désinfection, potabilisation, du matériel médical, des médicaments. Ouais. Donc, Et la Suisse n'est pas dans l'Union européenne, donc c'est pour ça que je parle bien d'Union européenne, mais effectivement, la Suisse. Désolé. Dalios. Ah, окей, я сделаю потом. Я скайп, по скайпу. Хорошо? Ага, пока. Désolé. pas de souci. Pas de souci. Donc, oui, non, à part la Suisse, et puis je te dis, cette association française, bon, la Croix-Rouge, oui, mais c'est vrai que pour le reste, l'aide humanitaire de l'Union européenne, tu vois, D'accord. voilà. Je veux dire, les seuls dont on reçoit une aide humanitaire vraiment massive, c'est la Russie. Et donc, il y a eu un peu la Suisse et puis cette association humanitaire qui travaille, elle, des deux côtés de la ligne de front, comme la Croix-Rouge. En dehors de ça. Ouais. Bah, disons que au niveau des contacts que j'ai en Suisse maintenant, dans des revues spécialisées, il y a des très hauts gradés de l'armée suisse qui ont clairement indiqué qu'il s'agit d'un acte bioterroriste. Hein. Ça, c'est clair, c'est net. J'avais discuté avec des contacts en Amérique du Sud aussi qui sont des chercheurs en virologie, des analystes militaires, etc. On est tous arrivés à la même conclusion. C'est une arme de guerre qui a été libérée, point barre, mais ça, ils vont jamais le reconnaître, ça sera jamais dit. Et puis maintenant, c'est un virus qui est, contrairement à ce que je peux lire de beaucoup de gens qui râlent contre le confinement, qui disent oui, mais c'est qu'une grippe, etc. Ce n'est non, c'est pas une grippe. Pas vrai. Le temps d'incubation est beaucoup plus long, ce qui le rend d'autant plus dangereux puisque tu peux être contagieux avant même d'avoir des symptômes. Tu as donc une période de contagiosité, si je peux dire ça, de contagion durant laquelle tu peux transmettre le virus qui est extrêmement longue, bien plus longue que la grippe. Tu peux le transmettre à beaucoup plus de personnes. Hein. Le R0 est quand même, je crois, le double de celui de la grippe, si je me souviens bien. Bah, il est environ à 3. Voilà. Tu as à peu près 4 fois plus de cas graves qui nécessitent une hospitalisation par rapport à la grippe. Et tu as un taux de mortalité qui est quand même plus élevé, quoi, hein, et de pas mal de fois. Donc, je veux dire, ceux qui sont là en train de râler en mode oui, mais c'est totalitaire, etc., là, comme j'ai encore vu récemment. Enfin, fuck. Ouais, non, mais je suis totalement dans cette vision de la chose. Hein. C'est-à-dire que. Il n'y a pas que des vieux qui meurent, contrairement à ce que vous pouvez penser. Là, au Portugal, il y a un petit jeune de 14 ans qui est mort. De 14 ans. Il y a eu une gamine de 16 ans qui est morte, je crois que c'est en Angleterre, et un jeune de 17 ans aux États-Unis. Hein. Bah, disons que tous ces braves jeunes, enfin, on va dire jeunes, enfin, je dirais irresponsables, ils ont qu'à faire un document sur eux qui disent, bah voilà, je suis contaminé, je suis sorti,
j'aurais pas de place en unité de soins intensifs. C'est tout. Et puis en France, il y en a aussi qui continuent de prendre, entre autres, les pompiers ou les ambulanciers pour cible. On a eu un monsieur en France qui est mort parce que l'équipe qui devait venir le chercher, un monsieur qui avait le coronavirus, hein, qui devait être emmené à l'hôpital, et les pompiers qui sont venus le chercher se sont fait caillasser. Et donc le temps que il règle le problème et qu'il puisse passer, le monsieur, il est mort. Ouais. En Espagne, la situation est un peu différente dans le sens où les hôpitaux, comme je disais tout à l'heure, c'est l'effondrement total, mais non seulement des équipes médicales physiquement parlant, mais moralement. On en est arrivé à voir la police et les pompiers qui passent devant les hôpitaux avec les sirènes et les gyrophares allumés pour faire des défilés pour maintenir le moral du personnel médical. Donc c'est un enfer. Les gens ne prennent pas la mesure de ce qui est en train de se produire. Non. Et puis les élites déconnectées, encore moins. Mais bon. Ah oui, pour en revenir un petit peu au gouvernement de la République, donc de la DNR, il y a eu le président Zakharchenko c'est pas président, c'est chef de la République. Chef de la République, tout à fait. Il refusait le terme de président. Il y a beaucoup de journalistes francophones qui utilisent le titre de président, qui est absolument pas juste. Vladimir Poutine est président, c'est le titre de président. Les chefs des républiques ici, comme d'ailleurs celle d'Ossétie du Sud ou même Ramzan Kadyrov, sont chefs de leur République. Tout à fait. C'est une subtilité qu'on n'a pas en Europe. C'est une sorte de super premier ministre, on pourrait dire ça comme ça. Donc lui a été assassiné lors d'un attentat, on en avait longuement parlé, enfin tu savais ma position, on ne va pas revenir là-dessus. Il y a donc un nouveau chef de la République qui lui est plutôt un politicien, on va dire, contrairement à... Voilà. Et on voit des résultats différents. Bon, c'est clair que Zakharchenko a dû gérer la partie guerre, on va dire. Et maintenant, la guerre a quand même beaucoup diminué, l'intensité. Et on peut parler de reconstruction. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu comme événements qui sont importants? Qu'est-ce que tu as pu remarquer au niveau de la reconstruction du pays, qui est en cours, donc, qui a pu être développé par ce nouveau gouvernement, on va dire? Ça s'est surtout axé sur le redéveloppement, entre autres, de l'économie, déjà. Denis Pouchkine a vraiment mis l'accent là-dessus, sur la revalorisation tant des salaires que des retraites. Parce que c'est vrai qu'on avait un niveau très très bas, il faut quand même dire ce qui est, c'est toujours le cas. La retraite minimum est maintenant à 4800 roubles, donc c'est pas énorme, je veux dire, ça fait une petite somme. Alors la question, est-ce que ça permet de vivre? Ça permet de survivre, on va dire ça. Mais c'est déjà mieux qu'au tout début. Les tout débuts, on avait une retraite minimum, je crois, un truc genre 2000 roubles ou même 1500, un truc comme ça. C'était vraiment genre 20 euros, quoi. Tu vois, je veux dire, quand on a commencé à distribuer des retraites, puisque l'Ukraine, en fait, ne paye plus les retraites des retraités. Ouais. Donc si je comprends bien, ils réclament les territoires, mais ils refusent de payer. Et ils refusent de payer. Pour des gens qui ont cotisé, qui ont fait partie du pays. C'est ça. Et qui ont travaillé toute leur vie pour l'Ukraine et qui ne touchent plus un copec de l'Ukraine depuis 2014 pour la plupart. Ceux qui y arrivent ont dû, entre guillemets, se faire enregistrer de l'autre côté comme étant des personnes déplacées, etc. C'est un gros nid à corruption. Et c'est très compliqué. Il faut franchir les blocs-postes sur la ligne de front. C'est un enfer. Donc, il y a de moins en moins de gens ici qui arrivent encore à toucher quoi que ce soit. Puis maintenant que la frontière est complètement fermée, ça va se terminer une bonne fois pour toutes. Donc non, ils ne payent rien, ni les allocations, ils fournissent plus de papiers d'identité. C'est pour ça qu'on a dû faire nos propres passeports, que la Russie a reconnu comme étant des documents d'identité valides, parce qu'en fait, les gens d'ici ne peuvent plus obtenir ni de certificat de naissance, ni de certificat de décès, ni de passeport de la part de l'Ukraine. Donc il y a un blocus administratif, économique, bancaire, et au niveau de tout ce qui est allocation sociale, donc même les gens qui ont des enfants ou des personnes handicapées ou des enfants invalides ne touchent plus non plus les allocations auxquelles ils avaient droit. D'accord.
Mais bon, l'Ukraine, à mon avis, vu ce qui se profile, Ils sont on très mal. va, Ils sont bah, ils très vont très pas mal pouvoir barrés. être maintenus sous perfusion puisque de toute façon, il n'y a pas d'argent pour le reste en Europe. Ouais, Donc ça fait partie du maillon faible. Or, ouais. le maillon faible, on va l'éliminer. Ouais. Et donc ce que j'ai vu depuis que Denis Pouchiline est là, c'est clair que ça a été vraiment, il y a eu plusieurs actes. Donc le développement économique, l'intégration avec la Fédération de Russie qui a été grandement accélérée, qui D'accord. avait été commencé par Zakharchenko, mais qui a été accélérée. Et surtout, Par intégration, je t'interromps, tu peux expliquer un petit peu en quoi ça consiste? C'est-à-dire que bon, les lois, etc., vont être basées sur ce qui existe sont déjà en harmonisés, ouais, Russie, sont harmonisés harmonisées. par rapport à ce qu'il y a en Russie. Les normes, entre autres fiscales, économiques, industrielles, etc., sont en cours d'harmonisation avec la Russie. Il y a aussi une harmonisation, on va dire, de structure politique. Par exemple, sous Zakharchenko, on n'avait pas de Premier ministre. Donc ça, c'est un truc qui a été corrigé. Parce qu'on a découvert que c'était problématique, puisqu'en fait, quand Zakharchenko a été assassiné, on s'est retrouvé avec une espèce de crise de succession. Ça a été un peu le bazar, et donc on ne voulait pas revivre ça, il fallait vraiment déléguer toute une partie du travail à un Premier ministre chargé de ça. Donc ça a été des nouveautés. Ça a été aussi la création d'un Parlement des jeunes et d'une chambre civique, qui sont deux institutions qui existent en Russie depuis des années. Et ça, tout ça, ça s'est fait sous Denis Pouchiline. Donc on voit une harmonisation grandissante au niveau économique, social, bon, au niveau aussi, je vais dire, même si on n'était pas intégré, on va dire, factuellement comme la Crimée, on le sera quelque part, entre guillemets, de jure. Parce que donc, depuis l'année dernière, a commencé la distribution de passeports russes pour les gens ici. D'accord. Donc la citoyenneté russe est accordée aux habitants d'ici sur une base d'une procédure accélérée, simplifiée, tout en restant vivre ici. Donc, comme ils avaient fait en Ossétie du Sud. Donc tout ça, ça participe de cette intégration avec la Fédération de Russie. Résultat, depuis l'année dernière, on a désormais le drapeau russe qui flotte ici à Donetsk sur la place Lénine, qui est la place principale en fait de la capitale. Ah bah, Et il flotte aussi en Italie à côté du drapeau chinois, mais il n'y a plus le drapeau européen. il n'y a plus le drapeau européen, voilà. Mais jusque-là, on avait le drapeau de la RPD qui flottait juste à côté de la statue de Lénine, et maintenant c'est un drapeau russe qui flotte là. Donc le but, ce serait effectivement d'arriver à une intégration comme ce qui est arrivé à la Crimée, même si on va prendre beaucoup plus de temps. C'est ça l'idée. Et donc, d'ailleurs, dans ce cadre, et dans le cadre d'une volonté de redévelopper, de remettre sur rail l'économie du Donbass, parce qu'en fait, le Donbass, c'est quand même une zone industrielle Oui, très forte qui, donc en plus des mines, a bah, il y beaucoup a la chimie d'aciéries, aussi. d'usines, de chimie. Je veux dire, le Donbass est une des régions qui participait le plus au PIB de l'Ukraine. Hein. Je veux dire, le jour où ils ont perdu le Donbass, ils ont perdu, je crois, c'était 15% du PIB du pays et 25% de la capacité industrielle. Ouais, c'est un petit peu comme la Moldavie et la situation avec la Transnistrie, où la Transnistrie est effectivement très industrialisée, alors que la Moldavie l'est beaucoup moins, qui est plutôt une terre agricole. C'est ça, c'est ça. On a un peu le même schéma. Donc il y a un potentiel énorme. Et donc là, l'année dernière, la RPD et la RPL ont participé à plusieurs forums internationaux, y compris à Yalta, en Crimée. Donc ça a été une première hein, pour la RPD de participer à ce forum économique international, donc à côté de la France, l'Allemagne, la Russie, etc. Et on a participé donc au forum Rebuild Syria aussi l'année dernière. Et fin d'année dernière, donc on a fait notre propre forum international d'investissement ici à Donetsk. Ça a été quand même un truc extrêmement important. On a eu des gens qui sont venus d'un peu partout, beaucoup de pays arabes. Syrie bien sûr, Yémen, des représentants d'autres pays arabes qui sont présents en Russie, bien sûr la Russie, l'Ossétie du Sud, l'Abkhazie, et on a eu entre autres aussi des gens qui venaient d'Afrique.
d'Afrique, il y avait des gens d'Égypte aussi. Ouais. On avait pas mal de ces pays-là qui étaient très très intéressés pour des partenariats économiques, des contrats. Donc c'est assez intéressant. Ce qui est encore plus intéressant, c'est le fait de se dire mais comment ça peut marcher puisque les républiques ne sont pas reconnues internationalement. Et en fait, on se rend compte que c'est surtout tous les pays qui sont en fait sous sanctions, entre autres américaines, et qui sont sanctions qui sont suivies par l'Union européenne comme des bons petits toutous. Et en fait, tous ces pays, ils n'ont plus rien à perdre. Je veux dire, ils sont déjà sous sanctions, donc travailler avec des pays non reconnus, très sincèrement. Ouais, c'est pas le problème. C'est ça. Les gens dans le Donbass, ils perçoivent comment la situation en Europe, c'est-à-dire comment ils perçoivent, je dirais, les gouvernements européens, et est-ce qu'ils font une distinction avec le peuple en lui-même? Alors, ils font la distinction avec le peuple en lui-même. Ils ont souvent des attentes assez importantes parce qu'il y a toujours cette image, entre autres par exemple vis-à-vis de la France, voilà, la patrie des droits de l'homme. Tu vois, ils ont toujours cette image-là qui date un peu de quelques décennies, héritée de l'Union soviétique, qui avait quand même une image de la France qui était encore pas trop mauvaise. Et donc, c'est vrai qu'ils ont un peu de mal à comprendre. Par moments, ils ont tendance à prendre par exemple les déclarations de Macron qui disaient oui, il faut se rapprocher de la Russie un peu au pied de la lettre, et puis après ils se rendent compte qu'en fait c'est que du vent. Mais ils font clairement la distinction. Mais c'est vrai qu'ils ont assez vite compris que tout ça c'est de la façade et du double standard, et c'est assez fréquemment dénoncé. On le voit par exemple avec la façon dont l'OSCE est considérée. Donc l'OSCE qui assure ici cette mission de surveillance, entre autres du cessez-le-feu, etc. Et Donc, qui ils restent dans est... les hôtels, non? Et puis leur véhicule se retrouve peinturluré, si ma mémoire est C'est bonne. ça, c'est ça. Et quand ils vont sur le terrain, ils se font insulter. Euh, j'ai assisté à ce genre de scène plusieurs fois où ils se font haranguer par les gens parce que ils font pas leur travail comme il faut. On voit qu'il y a un énorme double standard. Là, par exemple, tu vois cet observateur du CCCC qui a été blessé la semaine dernière. Ça n'a jamais été mentionné dans le rapport de l'OSCE, alors qu'il y avait une patrouille de l'OSCE à proximité pour assurer la protection des équipes de travaux. D'accord, d'accord. Alors, tu es présente sur Facebook. Ouais. Tu as un site internet qui s'appelle, tu me corriges hein, si je me trompe, donbassinsider.com, .com. d'accord. De quelle manière est-ce que les gens peuvent t'aider? Est-ce qu'ils peuvent financer des actions humanitaires? Est-ce qu'ils peuvent t'aider à faire ton travail? Est-ce que tu as un Patreon? Alors, j'ai un Patreon, j'ai aussi développé d'autres systèmes pour pouvoir m'envoyer les fonds directement sur mon compte en Russie. Et après, si les gens veulent passer par d'autres moyens, ils peuvent me contacter en privé. Il y a une page Nous soutenir sur le site Donbass Insider en plusieurs langues, donc en français, en anglais et en russe, puisqu'on publie dans ces 3 langues-là. Et donc les gens peuvent à la fois soutenir mon travail, soutenir les actions humanitaires. Cette année, notre focus est vraiment sur les enfants invalides. Donc là, on a fait notre dernière mission la semaine dernière, mais là, on va s'interrompre pour quelques semaines à cause du coronavirus, tout simplement de crainte qu'on puisse en fait ramener le virus à ces gamins. Parce que voilà, ils sont souvent des enfants avec des problèmes de santé. Donc invalides, ça peut être des enfants qui ont le diabète, ça peut être des enfants autistes, ça peut être des enfants en fauteuil roulant. Ça peut être des troubles du métabolisme, ça peut être des choses comme ça. Donc ça couvre plein de choses, ce qu'ils appellent invalide. C'est pas forcément le gamin en fauteuil roulant, ça peut être plein de choses. Et en fait, souvent, c'est des enfants qui ont quand même une santé assez fragile. Donc notre crainte, c'est de risquer de les contaminer, même si nous, on se protège par exemple avec des masques ou des choses comme ça, on peut le trimballer peut-être sur nos vêtements ou sur ce qu'on apporte. Donc pour l'instant, par sécurité, on va suspendre un petit peu les actions, on reprendra par après. Mais voilà, parce qu'on ne veut pas prendre le moindre risque avec ces enfants-là. Là, vraiment, ça serait dévastateur pour nous et pour eux et leur famille. Non, c'est... Non, donc voilà, donc oui, les gens peuvent soutenir, voilà, parce que comme je suis indépendante, voilà, j'ai pas de T'as pas de salaire, t'as rien du tout, tu salaire. dépends juste de la bonne Ouais. volonté des gens. D'accord. Bah écoute, moi je vais de toute façon mettre les liens sous la vidéo YouTube, comme ça les gens peuvent t'aider.
Je mettrai aussi un email où on peut te contacter Ouais. de manière à ce que tu puisses avoir un support. En tout cas, je te remercie pour ton temps, pour les informations que tu nous as données. Ça permet de voir un petit peu les choses sous un angle différent. De l'autre côté, de voir que les gens sont quand même beaucoup plus responsables que nous ne le sommes en Europe. Ça vient de la culture, il ne faut pas oublier, l'éducation soviétique Ouais. a quand même été présente. Par exemple, rien qu'au niveau de l'hygiène, hein, les gens ici, par exemple, pour eux, ça, c'est des gens qui sortent des toilettes et qui se lavent pas les mains, pour eux, c'est impensable. Moi, je me lave uniquement quand je sens l'odeur, sinon je me lave pas. Mais c'est vrai qu'en Europe, c'est des règles qui ont été un petit peu perdues. Et ici, ils ont quand même gardé ce côté très hygiéniste quand même. Donc, D'accord. ça change aussi les choses, je pense. Je te remercie et puis je te dis tout de bon et à très bientôt. Et n'oubliez pas, vous autres, soyez prêts à l'imprévu parce que l'imprévu, il est au bas de votre porte. Hein. C'est le Ouais. coco, le roro, le nana, le virus. Ouais. À tout bientôt.